Il est midi. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette ouverture de ce cycle La résilience professionnelle en pratique pour tous. Je me présente en deux mots puisque j'aurai en charge l'animation de ce webinaire. Donc, je suis fondatrice de l'association Envie de Résilience, qui est une association reconnue d'intérêt général qui a été fondée en 2017 pour démocratiser l'approche de la résilience dans le monde du travail. Et on est une sorte de résidence secondaire des acteurs de la résilience avec dans les territoires une centaine d'adhérents et notamment des participants du prix de la résilience professionnelle qui nous permettent d'avoir voilà, une approche à 360 degrés, je dirais, de cette question de la résilience. Alors, nous rentrons dans le cadre d'un webinaire. Je vois qu'il y a déjà une main levée, donc ça va nous donner la parole effectivement pour les règles d'usage. Pour préciser en premier lieu que ce webinaire est enregistré. Pourquoi il est enregistré? Parce qu'il va y avoir un replay qui va permettre ensuite de pouvoir aussi participer, interagir. Et même si on n'était pas là aujourd'hui, et d'ailleurs, je salue ceux qui n'étaient pas là en ce 17 janvier et qui nous rejoignent en replay, qui pourront participer par ailleurs. Les petites règles, des micros coupés, effectivement, pour chacun d'entre vous qui ne prennent pas la parole, qui assistent de manière à ne pas être troublés par des petits sons périphériques. Euh, le vibreur, donc notamment là, j'entends un micro qui n'est pas coupé, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, c'est très important pour que l'ensemble des participants coupent vraiment leur micro parce que vous pensez qu'on ne vous entend pas, mais en l'occurrence, on vous entend. Et le principe de la main levée, vraiment en cas, on va dire, pas d'urgence, mais presque, parce que du coup, on pourra utiliser le chat pour poser des questions et pour faire des commentaires, de manière à ce qu'on puisse faire remonter ces informations après la présentation, la prise de parole de Jacques Lecomte, que je remercie encore infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Pourquoi on est là ensemble, en fait, et Marie-Laure, elle vous en dira plus dans quelques instants. En fait, cette démarche de la résilience en professionnelle, en pratique pour tous, elle a été impulsée le 29 novembre dernier lors d'un forum qui a réuni presque une petite centaine de participants. Et en fait, c'était le coup d'envoi en fait d'un projet qui a une vraie volonté assez ambitieuse puisque on a envie ensemble de réussir en fait à rendre accessibles les ressources de la résilience au plus grand nombre dans le monde du travail. Et donc, ces webinaires et ce travail de forum va nous permettre en fait d'identifier les clés de la résilience, d'essayer de partager des outils concrets accessibles à tous, de nous permettre ensemble de collecter, de partager des retours et des expériences de manière à ce que, à la fin, on puisse essayer de construire un outil ludique, pédagogique, de manière à ce que cette question de la résilience et derrière ce sujet du tabou des vulnérabilités dans le monde du travail, finalement, puisse avoir ses chances d'éclore. Et on vous rappellera à la fin de ce webinaire les prochaines étapes. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures. Donc, j'ai envie de dire, c'est parti pour cette première étape du projet. Marie-Laure, est-ce que tu peux Oui, te merci. présenter voilà. Merci Patricia. Oui, oui, alors merci de rappeler qu'en fait, on est là en fait pour partager en fait nos expériences qu'on va pas, vous n'allez pas peut-être recevoir, même s'il y aura il y a des sachants autour de voilà, pendant ce forum, on va vous partager des choses, mais en fait, c'est vous les sachants et ça parle de l'expérience. La résidence professionnelle, c'est d'abord vous. Vous avez été confrontés probablement à des situations particulières. Nous serons dans le monde actuel de toute façon nécessairement résilients puisque avec l'avancée en âge, le fait de travailler plus, traverser des burn-out, traverser des difficultés dans l'entreprise, nous sommes dans un monde dit VUCA, où il faut être agile, s'adapter, etc., où les changements sont un peu permanents. Donc nécessairement, voilà, la résilience va tous nous toucher. Voilà, donc c'est important de se dire que là, on construit quelque chose ensemble. Et d'ailleurs,
je vais me présenter rapidement et reprendre également les attentes, puisqu'on vous a interrogé sur, avant en fait ce webinaire, et certains nous ont répondu et on les en remercie, sur finalement quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Donc je désamorce déjà l'attente qui serait, je vais apprendre plein de choses au niveau philosophique, sociologique, psychologique. Alors certes, on va apprendre des choses, mais vous avez vous-même le savoir et on compte sur vous pour nous apporter en fait vos propres expériences. Voilà, les résiliences, c'est l'affaire de tous, c'est pour tous et c'est l'affaire de tous. Je me présente rapidement, donc Marie-Laure de la Morinerie. Je travaille au sein de la direction en fait, des expertises au sein de l'action sociale AG2R La Mondiale. Et nous soutenons donc un certain nombre d'acteurs associatifs pour en fait favoriser en fait la prévention santé et la résilience nous a semblé être un chapeau vraiment intéressant qui regroupait un certain nombre d'acteurs que nous avions déjà soutenus autour des problématiques de cancer, de santé, de deuil, de burn-out, de handicap, d'aidance, etc. Donc, plutôt que d'avoir des approches un petit peu individualisées à travers des thématiques, on se dit chacun a des connaissances à nous partager, des approches particulières, et grâce à tout ça, on peut peut-être co-construire ensemble un outil pratico-pratique qui nous servira à tous. Simplement, je voulais également, peut-être préciser que nous parlons vraiment de résilience professionnelle. La résilience professionnelle, alors j'ai noté ça, la capacité à faire face aux défis professionnels de manière constructive. Un collaborateur résilient, c'est gérer des situations stressantes, des échecs occasionnels ou des situations imprévues avec calme et détermination. Cet état de calme permet de prendre des décisions éclairées sans être victime de ses propres biais cognitifs. Donc voilà, c'est intéressant de se dire, il y a effectivement nos difficultés personnelles, on traverse tous aussi dans nos familles, nos vies personnelles, ça a évidemment un impact dans nos vies professionnelles, mais là, on parle vraiment de situations de résilience professionnelle. Et ça, des difficultés professionnelles, des changements, des métiers qui disparaîtraient, des plans sociaux, voilà, un certain nombre de choses comme ça. Ça c'est important de savoir comment on peut réagir ensemble par rapport à ça. Quelles sont vos attentes? Vous avez manifesté des attentes à la fois concernant des collectifs et à la fois concernant un peu sur un point de vue et un niveau plus individuel. Au niveau du collectif du travail, vous avez noté que vous souhaitiez que vos attentes étaient en lien avec la manière de diffuser une culture de la résilience dans vos organisations. C'était également en lien avec l'élaboration d'outils concrets pour accompagner les collaborateurs fragilisés par un traumatisme et même être dans une culture préventive. Alors ça, vous allez effectivement, on va trouver ensemble des réponses. Toujours au niveau collectif, un maintien durable dans l'emploi, quand il y a le deuil d'un métier, la stabilité d'une équipe dans le monde de la santé. Alors, il y a aussi des attentes particulières sur des sujets, peut-être des sujets, des thématiques plus précises. Une réorganisation avec un plan social. Au niveau individuel, vous avez noté, vous attendiez de renforcer la qualité des relations entre collègues, la proximité. Voilà. Ce que je voulais ajouter par rapport à ces attentes, il faut aussi voir que le travail est une source de santé en elle-même, que parfois les personnes restent chez elles en disant ça va me rajouter en fait une difficulté peut-être de revenir travailler, mais qu'il y a aussi, grâce au travail, le lien social. Il y a un certain nombre d'actions qui permettent à une personne en fait de trouver justement des ressources. Donc essayons d'avoir une vision peut-être pas trop dichotomique, comme le travail peut être source de stress, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi une source entre guillemets de santé. Vous avez besoin de témoignages, de solutions concrètes et existantes. Donc voilà, donc j'espère que nous pourrons ensemble co-construire ces outils. J'ai juste envie de finir par une phrase qui, à titre personnel, me parle, et peut-être que ça serait aussi quelque chose Il à faudra voir. peut-être le partager plutôt à la fin, Marie-Laure, À la fin, puisque d'accord. Alors, tu auras l'occasion de partager ta petite phrase. d'accord. Alors, je vous cite juste quelqu'un qui, pour moi, est un grand témoin de résilience. C'est Etty Hillesum, si vous avez lu Une vie bouleversée. Voilà, donc je partage. Voilà, c'est pour me présenter de manière un peu plus personnelle à travers une lecture qui m'a beaucoup nourrie. Et voilà, merci Patricia, et bon Merci travail collectif Marie-Laure. à tous. Merci Marie-Laure. Et on te retrouve à la fin de ce webinaire, puisque du coup, c'est toi qui feras la conclusion avant qu'on raconte un peu le planning. Avec grand plaisir. Un peu de comment dire, on a dit que c'était participatif. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien un petit écran avec un QR code? Oui, c'est parfait.
Voilà, donc je vais vous inviter à flasher ce QR code. Donc, ça sera le même, on va s'en servir en fait 2 fois, hein, donc ça ne va pas être très, très compliqué. Mais donc, de flasher effectivement ce QR code, parce on vous l'a promis, en fait, on n'a pas envie que ça soit quelque chose qui soit descendant, même si, alors pour le coup, on pourrait totalement passer des heures, voire des semaines avec Jacques Lecomte à l'écouter. Et je le présenterai rapidement tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais voilà. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, même ceux qui devraient nous quitter en cours de webinaire ou qui nous rejoindraient au replay, il est possible de participer. La question qu'on vous pose, elle est là, si elle veut bien. C'est le moment de la technique. Hop là, suivant. Voici, c'est pour vous, quel mot représente le mieux la résilience? Donc, l'idée d'un synonyme, d'un mot associé. Et je vais lancer tout de suite, du coup, le questionnaire. Et donc, vous avez une petite minute pour citer, en fait, un mot, un synonyme. Et ensuite, je donnerai la parole à Jacques Lecomte. Je vous remercie, à vous, et on va normalement voir. Est-ce que c'est parti pour vous? Ça fonctionne? Non. Ah, et on a encore des micros ouverts, s'il vous plaît. Merci de fermer vos micros. Désolée pour cette information. Hop, et donc, on voit apparaître tous ces mots qui nous donnent un petit peu la tendance, effectivement, sur ce que représente aussi pour vous ce mot de résilience. Et c'est vrai que ça va être important aussi pour nous d'avoir une définition voilà, un peu précise et puis d'aller le travailler effectivement et de voir qu'est-ce qu'il représente dans le champ du travail. Je laisse encore quelques petites secondes pour que vous puissiez continuer à participer. Voilà, ça a l'air d'être à peu près fixé. Donc, ça nous donne une petite photographie de ce que représente le mot de résilience, le marathon, l'endurance, la robustesse, la résistance. On pourra en parler de cette notion de résistance parce que elle nous interpelle souvent. Et en fait, c'est vrai qu'on a cette intention de rendre la résilience professionnelle en pratique. Et pour autant, et quand bien même on serait là avec AG2R La Mondiale, ce n'est pas une assurance, la résilience. Je vais maintenant, du coup, Patricia, introduire. Oui, Patricia, s'il te plaît, dans les questions, les personnes demandent que l'on puisse remettre le QR code. Est-ce qu'il est possible ou de le représenter, s'il te plaît? Tu alors, peux hop revenir là, en arrière? je vais revenir en arrière. Un tout petit instant. Hop là, précédent et précédent. Hop là, c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK? Non. Non, il Non. réapparaît pas. Ah, ça y est. Hop là. Hop là. Donc là, normalement, vous avez à l'affiche le QR code qui correspond à la question. OK. Du coup, on va avancer et encore une fois, vous aurez la possibilité de toute manière de revenir ensuite à l'issue pour pouvoir apporter votre contribution si ça n'a pas fonctionné maintenant. Mais là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner la parole à Jacques Lecomte. Jacques Lecomte, qui est psychologue et essayiste français. On vous connaît pour vos travaux, notamment en psychologie positive. C'est pas le pays des bisounours, la psychologie positive. C'est une discipline très sérieuse qui s'intéresse à l'étude scientifique des forces, des vertus et des conditions qui favorisent le bien-être et l'épanouissement humain. Vous vous êtes spécialisé dans des domaines effectivement du développement humain et des relations sociales. Vous avez enseigné dans plusieurs universités, grandes écoles, notamment autour des sujets de dynamique relationnelle et des pratiques qui viennent soutenir, favoriser la résilience individuelle et collective. Et on vous doit, voilà, on a un certain nombre d'ouvrages à la fois très accessibles et en même temps très documentés, qui nous permettent effectivement de rentrer aussi sur ces sujets de psychologie positive. Et moi, j'ai envie d'en citer deux notamment.
les entreprises humanistes, puisque là, on est vraiment aussi un peu au cœur de notre sujet, et c'est l'enjeu de comment les entreprises peuvent concilier performance économique et bien-être des collaborateurs. Et puis aussi, le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez, qui déconstruit quand même certaines perceptions pessimistes et qui invite en fait à un regard, encore une fois, pas bisounours, mais vraiment optimiste sur les progrès sociaux, environnementaux et économiques. Et en fait, bah, tous vos travaux ont vraiment voilà, un impact important dans les domaines de l'éducation, de la santé, du management. Et cette vision bah, optimiste de la société. Alors, c'est vrai que nous, on a la chance de se connaître depuis quelques temps maintenant. Donc, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir voilà, vous accueillir aujourd'hui pour que pendant petite quinzaine de minutes, bah, vous puissiez bah, ouvrir ce sujet avec nous sur cette question de la résilience dans le monde du travail. Jacques, si c'est OK pour vous, c'est à vous. C'est tout à fait OK pour moi et bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation élogieuse, presque trop probablement. Voilà. Alors, bah d'abord, je voudrais dire que d'abord, je suis très content d'être parmi vous et que vous ayez pensé à moi. Mon propos va être un mix évidemment d'aspects professionnels, mais aussi personnels. Et puis je dirais, alors le mot est un peu fort, mais militant, c'est plutôt à partir de connaissances que j'ai pu acquérir, ben, disons une certaine vision de la vie que j'ai envie, de la vie, de l'existence humaine, individuelle et collective que j'ai envie de défendre. Donc le mot militant est un peu fort, mais au moins vision et perception de la vie. Oui, ben d'abord, je vais commencer par du perso parce que, en fait, mon intérêt pour la résilience remonte à pas mal d'années. J'ai pas mal fréquenté Boris Cyrulnik à une époque. Et puis, j'ai fait une thèse donc, de doctorat en psychologie qui s'est appelée Briser le cycle de la violence quand d'anciens enfants maltraités deviennent des parents non maltraitants. Alors, je suppose que certaines parmi vous, dès qu'ils entendent ça, elles entendent ça, se disent ah, on fait peut-être pas ce genre de sujet par hasard. Vous tombez sur la bonne case parce qu'effectivement, en essayant de comprendre le parcours de certaines personnes, puisque j'ai fait une étude à la fois quantitative et qualitative avec des entretiens, quantitative avec des questionnaires, mais j'ai rencontré des personnes aussi. En essayant de comprendre ces parcours, c'était aussi le mien que j'essayais de mieux comprendre. Et disons qu'il y a une idée forte, une double idée forte dans l'univers de la résilience qui est que elle est construite sur deux aspects. Un aspect intrapersonnel, alors après on peut l'appeler comme on veut, travail sur soi, réflexion, enfin tout un parcours psychologique. Je t'envoie un lien Zoom. Pardon. Bon. Tout un parcours personnel des individus. Et puis, il y a un côté interpersonnel, eh bien, on parle souvent de tuteurs, tutrices de résilience, donc des personnes qui ont joué un rôle important. Donc, moi, j'appelle ça le lien. Voilà. Et quand j'ai fait ma thèse et que j'ai fait des entretiens, très vite, ces deux aspects apparaissaient de façon évidente. Des personnes disaient, par exemple, un homme qui me dit, moi, quand j'ai eu 8-10 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais quand je voyais mon père frapper ma mère, je me disais, mais qu'est-ce que tu feras de ta vie, toi? Voilà, donc réflexion personnelle. Et puis, le lien, par exemple, quelqu'un qui me dit, quand j'étais en famille d'accueil, ils n'ont jamais fait de différence entre leurs enfants et moi, ils m'ont entouré d'amour. Et ça, c'était bien connu et ça ressortait dans mes entretiens. Mais dès le premier entretien sur le moment, je n'ai pas été aussi immédiatement marqué, mais au fur et à mesure des entretiens, c'était vraiment récurrent. Il y avait un autre élément qui apparaissait. C'était, alors, appelons-le de différents termes, loi symbolique, comment dire, structure, cadre structurant, etc., etc. Et par exemple, bah, cet homme qui me disait qu'il avait été qu'il avait reçu beaucoup d'amour, il me dit, mais c'est pas parce que j'avais une enfance difficile que j'avais le droit de tout faire. Bien, un jeune qui me dit, oui, quand j'étais en foyer, les éducateurs, ils étaient, bon, voilà, vous comprenez, mais, parce qu'ils nous posaient des règles, mais c'est ça qui m'a aidé. Enfin, ça m'a aidé avec d'autres choses, évidemment. Et donc, il y avait un troisième élément qui apparaissait, qui était le besoin d'un cadre structurant.
Et donc, ça m'a amené à faire quelque chose que j'appelle un petit modèle que j'appelle le triangle de la résilience. Oui, je dis juste dans les trucs, vous aurez dans un deuxième temps les diapos, enfin plus tard. Mais le triangle de la résilience, c'est le lien, la loi symbolique, les règles, et puis le sens. C'est-à-dire que pour qu'un jeune en difficulté, en souffrance d'enfance, puisse donner du sens à sa vie, au double sens de direction et de signification, eh bien, il faut qu'il ait trouvé auprès des adultes, eh bien, à la fois de la bienveillance, de l'amour, enfin le mot que vous voudrez, et puis un cadre structurant. Alors évidemment, ça c'est la responsabilité des adultes. La responsabilité des adultes n'est pas de faire du sens à la place du jeune, c'est lui qui construit du sens. Donc, le lien plus les règles conduit au sens. Alors, moi j'ai commencé à présenter ça dans des formations auprès de travailleurs sociaux, et dès la première fois, dans une formation, un éducateur m'a dit, bon, c'est bien ce que vous dites, mais finalement, c'est assez banal parce que c'est pas seulement spécifique à la résilience, c'est l'éducation familiale. Alors moi, je crois que j'avais trouvé un truc génial. En fait, j'avais réinventé la roue, tout simplement parce que, effectivement, l'éducation familiale, qu'est-ce que c'est sinon un mélange, une association d'amour et de règles. D'ailleurs, des études qui ont été faites dans cette discipline qu'on appelle l'éducation familiale ont montré, notamment une équipe en Belgique, ont montré que dans des enquêtes avec questionnaires, les enfants qui se sentent le plus aimés, c'est ceux qui reçoivent beaucoup d'amour, mais aussi des règles. Ceux qui ont beaucoup d'amour et peu de règles se sentent moins aimés. C'est pas étonnant, ça peut paraître étonnant dans le premier temps, mais c'est assez compréhensible. Alors ça, c'était une première réflexion où je me suis dit, ah oui, c'est plus que de la résilience. Ça concerne plus que la résilience. Et puis, par la suite, avec un ami qui dirigeait une structure de l'action sociale, il me dit, mais ton modèle de la résilience, c'est plus que ça, c'est aussi un modèle de la bientraitance institutionnelle. Parce que ça va au-delà de l'individu, ça va au-delà de la structure des groupes. Parce que finalement, pour qu'un groupe fonctionne bien, il faut à la fois de la bienveillance et des règles. Et ça peut donner du sens collectif. Si je considère qu'on s'entend tous bien, et que comme on s'entend tous bien, quand demain on a une réunion à 9h, mais je peux venir à 10h, c'est pas un problème, on s'entend tous bien, au bout d'un moment, on va moins bien s'entendre. Et inversement, si on s'entend bien, si chacun vient bien à l'heure, fait bien son travail, mais qu'il n'y a pas d'huile dans les rouages et qu'on se tire un peu dans les pattes, ça ne va pas fonctionner. J'ai un ami qui dit, pour qu'un groupe fonctionne bien, il faut de la compétence et de la connivence. On retrouve un peu la même idée. Et finalement, en fait, ce petit modèle de la résilience, lien, règle, sens, c'est finalement, je me suis rendu compte que c'est un universel humain, un universel anthropologique. Ça veut dire que pour qu'un groupe humain fonctionne, eh bien, il faut à la fois du lien et des règles, et ça peut faire du sens collectif. Et là, on voit bien, ça revient aussi à ce double aspect que je citais au début, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du personnel et de l'interpersonnel, le personnel, l'évolution, le côté positif au niveau de la personne et au niveau du relationnel peut provoquer du positif au sens collectif. Alors, tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les processus, moi, ce que je suis arrivé à conclure, les processus qui font de la résilience, en particulier des individus, mais aussi de la résilience collective, ne sont rien d'autre que des processus qui font de la vie en société. Évidemment, quand il y a eu le traumatisme, par exemple, pour un enfant qui n'a jamais été aimé, le fait de se sentir aimé à un moment donné de sa vie, ça va avoir un impact énorme. Mais le besoin d'être aimé, le besoin d'avoir des règles, eh bien, c'est des processus qui sont inhérents à l'être humain. Ça, simplement, dans une situation de traumatisme, eh bien, ils prennent une forme plus exacerbée, je dirais plus forte. Dans mon livre, effectivement, Les entreprises humanistes, j'ai un chapitre qui s'appelle « La bienveillance comme source de joie et d'efficacité ». Et je cite des études précisément qui montrent que dans une entreprise, les gens se sentent d'autant plus respectés qu'il y a, alors le terme utilisé dans les études, c'est considération et structure.
mais vous retrouvez ce double aspect, se sentir à la fois considéré et en même temps d'avoir par les cadres posant les cadres au sens humain, les responsables hiérarchiques, eh bien, ils posent un cadre structurant qui permet de travailler. Bon, voilà en gros, si vous voulez, c'est évidemment, j'ai beaucoup écrit sur la résilience, c'est plus complexe que simplement ces 2-3 aspects de la résilience, mais c'est quand même assez fondateur. Maintenant, il y a quelque chose sur lequel il faudrait veiller beaucoup autour du concept de résilience et en particulier de la résilience au sein des organisations. Parce que il m'arrive, moi, qu'on m'appelle, qu'on me demande d'intervenir sur ce sujet, et avec le temps, je suis devenu vigilant, et c'est vrai que j'ai parfois décliné, ou enfin, expliquant ce que je comptais dire, parfois la personne en face me dit, ben non, c'est pas ce qu'on attend. Un premier risque, c'est la récupération. La récupération, les deux risques vont ensemble d'ailleurs, enfin souvent. La récupération, c'est, comment dire, on le voit aussi, vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience, qui est un des thèmes qui développe beaucoup, et vous avez parfois des formations à la pleine conscience dans les entreprises. Et parfois, il y a des demandes autour de la résilience qui ne font que cacher l'arbre, enfin qui cachent l'arbre en fait. Plutôt l'arbre cache la forêt. Dans le sens qu'on va faire appel à la résilience et en quelque sorte à une démarche visant à l'évolution personnelle de l'individu en souffrance, alors que c'est structurel, c'est un véritable problème de dysfonctionnement, voire de malveillance institutionnelle, et qu'on va faire porter en quelque sorte la responsabilité de la non-évolution de la personne sur de ces problèmes, alors qu'ils sont d'ordre institutionnel. Donc je pense qu'il faut faire attention que la résilience ne soit pas récupérée au détriment de la personne elle-même. Et puis l'autre élément aussi, et ça va au-delà des organisations, c'est de façon plus générale, la résilience, c'est l'idée de stigmatisation. C'est-à-dire que la résilience peut être la meilleure et la pire des choses. À titre personnel, lorsque j'ai découvert la résilience, ça m'a énormément aidé parce que je me suis dit, mais finalement, tu n'es pas tout seul à avoir vécu, à avoir dépassé, transformé la violence en bienveillance. Et donc, ça rassure de se dire que c'est finalement un phénomène fréquent. Mais le fait que ça soit un phénomène fréquent porte aussi sa face sombre, c'est-à-dire que, bon, je vous prends un exemple, j'ai accompagné pas mal de groupes d'une association qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante, composée de parents qui ont perdu leur enfant, voire parfois tous leurs enfants. Eh bien, au bout de 4-5 ans, au bout de 10 ans, comme on parle de résilience, c'est un mot qui est devenu du langage commun, eh bien, parfois, on perd un peu votre son, Jacques. Je l'éteins et je le rallume. Ouais, je pense qu'il faut parler peut-être un peu plus proche, mais du coup, je pense que c'est la voix qui Alors, s'est un peu. est-ce Ouais. que là, ça va mieux? Oui, c'est parfait. Parfait, Ah bon. parfait. Alors, bon, et il a dû se fatiguer en route, il est pas assez. C'est parce qu'il est presque au quart d'heure, mais il a encore le droit. Il a encore le droit. Voilà. Il me reste combien de temps? Enfin, parce que... Écoutez, encore 2-3 minutes, histoire Oui, bah, qu'on c'est puisse ça. effectivement Voilà, en donner fait, un temps d'échange avant je d'envoyer suis un petit. arrivé au bout de l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Disons que il y a un risque de considérer que la résilience, c'est une norme pour tout le monde et que tout le monde devrait, enfin, toute personne qui a subi des situations difficiles, eh bien, au bout d'un certain temps, devrait être résiliente. Et si elle n'est pas résiliente, elle n'est pas normale. Avant, autrefois, une personne traumatisée, son destin, c'était un destin du malheur, soit intériorisé, culpabilité, dépression, soit extériorisé, violence, soit les deux. Et maintenant, avec la résilience, eh bien, on risque de faire une nouvelle norme sociale qui est qu'il faut aller bien envers et contre tout.
La résilience, c'est un parcours, c'est un processus qui appartient à la personne, qui dépend en partie évidemment de son entourage, notamment professionnel, mais il n'y a pas de jugement à porter pour moi sur une personne qui est en souffrance. Alors, je voudrais juste revenir avant de terminer sur le nuage de mots que j'ai vu tout à l'heure. Il y a 4 mots qui sont sortis, qui étaient les plus gros, qui étaient les mots acceptation, adaptabilité, courage, endurance. Alors, il y en a 3 qui vont assez bien ensemble. Acceptation, adaptabilité, endurance, courage, c'est un petit peu à part. Alors, courage, ça c'est un mot qu'entendent beaucoup les personnes qui sont dans des parcours de résilience. Alors, j'y viens parcours. La résilience, ce n'est pas un état définitif, c'est un processus. On peut être plus ou moins résilient à des moments différents de sa vie, en fonction de différentes situations. Et dire telle personne, elle est résiliente, telle personne ne l'est pas, comme si c'est Obélix qui est rentré dans le chaudron de potions magiques et c'est définitif dans un sens, ou qui n'est pas rentré, eh bien, ça c'est faux, c'est des parcours de résilience. Et donc, quand une personne elle est en parcours de résilience, elle en parle, elle témoigne, et bien souvent, il y a le retour, quel courage vous avez eu. Et là, je peux en parler en tant que témoin personnel, mais aussi en tant qu'ayant recueilli de nombreuses histoires de résilience. La plupart disent non, pas du tout, c'est pas du courage, c'était ça ou crever. Il fallait survivre et effectivement, on découvre en soi des forces qu'on n'aurait jamais imaginées, mais c'est pas du courage, c'est de la survie au départ. Alors maintenant, sur les 3 autres mots, acceptation, adaptabilité, endurance. Je ne parle pas de tous les autres qui étaient également intéressants. Je parle des 3 qui me sont apparus les plus visuellement dans ce nuage de mots. En fait, c'est troublant parce que quand on parle de résilience, on dit souvent qu'il y a en quelque sorte 2 grands moments. Il y a le moment où on tient, on survit, effectivement, mais la résilience, c'est plus que ça. La résilience, c'est aller au-delà et trouver du goût à la vie. Et c'est vrai que les 3 mots sont plus du premier temps, qui est de la, je dirais pas de la résilience, mais de la résistance. Acceptation, adaptabilité, endurance. Mais il y a une étape ultérieure qui est d'aller bien, pas seulement de ne pas aller trop mal, mais également d'aller bien. Et là, on rentre véritablement dans la résilience parce que ces 3 mots relèvent plutôt de la résistance que de la résilience. Et d'ailleurs, en allant encore plus loin, eh bien, souvent je dis, la résilience, c'est le passage de la survie à la survie. Beaucoup de témoignages disent j'aurais préféré ne pas passer par là, mais d'être passé par là et m'en être sorti, ça me donne un goût pour la vie encore plus fort que je n'aurais pu l'avoir autrement. La survie, c'est l'inverse de la survie. C'est vraiment un goût fort pour la vie qui peut vraiment surgir à partir d'une expérience de traumatisme dépassé. Voilà un peu ce que j'aurais aimé dire. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Alors, ça fait écho parce que ça s'appelle Envie de résilience, mais à la base, ça s'appelle en V majuscule, la vie. Et le 2, c'est pas une envie 2, c'est une envie au carré. Donc, je suis assez raccord, je l'avais pensé comme ça. Donc, ça, c'est pour la petite histoire de pourquoi ça s'appelle. Une petite question avant qu'on puisse en fait voilà, échanger plus en petits groupes. Thierry qui nous demande quelle est selon vous la place de la notion des signes de reconnaissance et de reconnaissance le signe de reconnaissance dans le processus de résilience, se reconnaître soi-même dans la difficulté vécue et être reconnu et ou soutenu par l'autre dans la situation. Voilà. Alors, j'ai envie de dire que la réponse est dans la question, surtout après ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, c'est essentiel. Alors, il y a quelque chose d'important par rapport à ce mot de reconnaissance. Le premier pas d'un parcours de résilience, c'est souvent d'abord de se reconnaître comme victime. Parce que c'est relativement facile de se reconnaître comme victime lorsqu'il y a eu violence physique. Mais lorsque la violence n'est pas physique, et en particulier lorsque la violence est uniquement psychologique, eh bien, ça peut être extrêmement violent, mais on peut ne pas le reconnaître, tout simplement parce que ça n'est pas... Bon, les enfants, c'est très typique parce que les enfants, ils ont un monde des adultes assez simple. Il y a les gentils et les méchants. Et les gentils, comment on reconnaît l'un et l'autre? Eh bien, les méchants, ils tapent et les gentils, ils tapent pas.
Et si un parent dit à son enfant, t'es le dernier des crétins, et qu'il tape son enfant, alors l'enfant paradoxalement, la violence physique constitue un airbag à la violence psychologique. Je m'explique. C'est que le fait d'être tapé, l'enfant peut intégrer ma mère est pas gentille, voire méchante. Et s'il me dit que je suis un abruti, c'est parce qu'il est méchant. En revanche, s'il n'y a, avec beaucoup de guillemets, s'il n'y a que de la maltraitance psychologique et que le parent ne tape pas, mais il dit à l'enfant que c'est un abruti, eh bien, puisque le parent est gentil, puisqu'il ne tape pas, eh bien, le gamin, il prend en pleine face, sans airbag, le fait que c'est un abruti. Mon papa, il est gentil, il me dit que je suis un imbécile, c'est donc que je suis un imbécile. Paradoxalement, moi, ce que j'ai vu dans ma thèse, c'est que les personnes qui ont été doublement maltraitées avaient plus de facilité à entrer en parcours de résilience que les personnes qui avaient été seulement, mettez des guillemets, maltraitées psychologiquement. Donc, une première étape, c'est de savoir qu'on est victime et qu'on n'est pas coupable d'être victime. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, c'est de passer le cap, effectivement, de la reconnaissance en tant que personne. Et on a besoin, effectivement, d'être reconnu par soi-même. Ça, c'est vraiment un aspect ultime et essentiel, profond. Et ce besoin d'être reconnu par soi-même peut se faire par une thérapie personnelle, par une réflexion personnelle, mais il est souvent évidemment fait par le biais d'autres personnes. Alors, ça peut être toutes sortes d'autres personnes. Des grands tuteurs de résilience, c'est l'être aimé, hein, que ce soit un homme ou une femme, qui montre son amour et qui montre à la personne sa valeur. Mais effectivement, le fait d'être reconnu en tant que d'abord victime, mais pas que, et en tant que personne, ayant ses valeurs et ses richesses, être reconnu par soi-même, par les autres, est évidemment un élément majeur, massif de la résilience. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soient toutes sortes d'autres éléments par ailleurs. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée par avance parce que c'est très frustrant parce que comme on pourrait passer des heures avec vous. Et en fait, le parti pris, c'était aussi de créer parce qu'on est à peu près 80-81 là présents autour de vous en direct. On va créer un petit instant en fait en salle, en petit groupe pendant 10-12 minutes pour pouvoir échanger avec comment dire une petite mission. Cette petite mission étant de pouvoir échanger ensemble et donc de parler ensemble en petit comité avec une question. Alors, j'ai un petit doute sur ce qui apparaît, excusez-moi, pour la technique. Voilà, non, si c'est bon. Et en fait, on va vous envoyer donc en salle de manière aléatoire pour que vous puissiez échanger entre vous à la faveur de ce que vous avez entendu, de ce qui a été partagé par Jacques à l'instant, et puis peut-être de partager un peu justement sur ces, parce qu'on parle beaucoup de ressources en fait dans le processus de résilience. Il y a effectivement des vulnérabilités, des adversités, des traumas, et en face, il y a des ressources, petites, moyennes, grandes, et de différentes natures. Et la première des ressources qu'on a envie d'essayer de collecter sont des citations, des proverbes, des phrases un petit peu inspirantes, des choses qui, on dirait, dans la tempête, vous apportent un petit peu de lumière. Et l'idée, c'est ceux qui ont déjà des idées vont pouvoir participer, partager sur leur MOOClap leurs citations. Et puis, c'est peut-être l'occasion pour certains groupes qui manqueraient peut-être un peu plus d'inspiration d'aller, comment dire, partager collégialement. Donc, du coup, je vais ouvrir les salles et vous allez télétransporter et on vous récupère, dans 10-12 minutes pour pouvoir terminer ensemble. Donc, je disais, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller collecter comme ça des ressources, en fait, puisque c'est vrai que on parlait des tuteurs de résilience. Le tuteur de résilience, il peut être une personne, il peut être aussi finalement un lieu, il peut être aussi un livre, il peut être de différentes natures. Jacques, là, du coup, par contre, votre micro est coupé si vous voulez interagir Tu avec nous. sais, Patricia, en psychologie aussi, quand tu fais de la thérapie, on te dit aussi qu'il peut être important, c'est ton lieu sûr. Comment, à un moment donné, tu te reconditionnes à ton lieu sûr. Moi, par exemple, quand j'étais gamin, en fait, j'adorais me mettre dans ma salle de bain près d'un chauffage avec une serviette. Et quoi qu'il arrive, c'était le moment, en fait, où il n'y avait plus rien qui comptait.
Et c'est vrai qu'en visualisation, quand il y a des moments qui sont plus difficiles, ben, à un moment donné, juste le fait de faire ça, tu vois, la règle que d'en parler, je commence à frissonner et je ressens ce moment de paix et de bien-être que j'avais à ce moment-là. Et je pense que c'est important aussi, tu vois, c'est ce qu'on dit tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de petits tips qu'on peut avoir comme ça, qu'on peut donner aux gens qui sont très simples, mais qui peuvent facilement changer aussi son quotidien. Tu vois, c'est ce que je disais l'autre jour aussi. Euh, Quand on se raccroche à des choses qui sont importantes pour nous et qui des fois on oublie dans le rythme de la vie. C'est par exemple, comme je te dis, tous les matins, aller réveiller ma fille et prendre le temps de lui faire 5 minutes ce câlin et de la voir ouvrir les yeux. Et ça, Je tous vois les Jacques qui jours, opine de la tête, ouais, et ça, tu vois, tous les jours fait partie. Et je sais qu'à une période de ma vie, je l'ai oublié, ça. Et je trouve ça des fois dommage. Et c'est des choses simples, en fait, qui peuvent permettre justement d'avancer et de faire face à l'adversité, je trouve. Ouais. Alors, moi, quelque chose qui m'avait marqué, quand j'ai commencé ma thèse, en gros, je voulais comprendre le fil d'Ariane de la résilience. Du temps A, qui est le traumatisme, au Mm. temps, alors peut-être pas Z, parce qu'il n'y a peut-être pas 26 étapes, mais en tout cas, au temps, disons, au moins H de la résilience, la pleine résilience. Et je me disais, il faut passer A, B, et en plus, la population que j'avais avait grosso modo le même traumatisme, même si c'est pas tout à fait pareil, mais je n'étais pas avec des gens qui avaient subi la pauvreté, une catastrophe naturelle, un cancer, c'était vraiment bon. Et donc, il devait y avoir un truc assez linéaire. Et ben, j'avais tout faux, parce que dès le premier entretien, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vécu, et le deuxième entretien, ça avait encore autre chose. Et en fait, on fait la résilience avec toutes sortes de choses. Il y en a, ça va être beaucoup quand même par l'amour, ça peut être la foi, ça peut être la thérapie, ça peut être le sport, ça peut être l'art, vraiment toutes sortes de choses. Et, et chacun fait la résilience à sa manière et à ses petits trucs ou ses grands trucs qui font résilience. Et c'est de l'amalgame, enfin de l'ensemble, pas l'amalgame, c'est pas un joli mot, mais de l'ensemble dans lequel on peut piocher, on peut s'inspirer. Et je crois beaucoup à l'idée d'inspiration, c'est-à-dire s'inspirer de l'expérience des autres, mais il n'y a pas de modèle. Alors, vraiment, le truc qui ressort très souvent comme il faut passer par là, c'est la thérapie. Mais non, il y a des gens pour qui c'est leur chemin et des gens pour qui ça n'est pas leur chemin de résilience. Il faut veiller à ne pas considérer que son propre chemin, c'est le chemin des Ouais, bien autres. sûr. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été une grande leçon d'humilité. Le chemin des uns n'est pas le chemin des autres. Et c'est un peu la là, volonté de ce qu'on essaye à faire finalement en montrant qu'il y a plein de petits chemins, il y a plein de petites voies, parce que la prochaine fois, on fera la playlist, on fera les titres, en fait, parce que on sait qu'on peut se réfugier aussi parfois dans des chansons, dans des œuvres, dans des... ah oui. Mais il y en a qui, par exemple, je donne un exemple, parce que deux personnes qui m'ont dit que quand ça n'allait pas bien, il y en a une qui se réfugiait dans la bergerie parce que les mamans moutons lui faisaient du bien. Elle voyait les mamans moutons avec leurs bébés, avec leurs agneaux. Et, euh, et puis il y en a une qui m'a dit, elle allait dans la forêt et elle parlait aux arbres et les arbres lui parlaient. Et là, vous vous dites, dans un schéma traditionnel, elle n'est pas loin de la psychiatrie, mais pas du tout. Elle avait personne à qui parler, personne qui lui parlait. Elle avait besoin de sentir qu'un être elle pouvait parler à un être et qu'il pouvait lui répondre. Alors là, les nounours, les chiens, les chats, enfin, je veux dire, comme tuteur de résilience, les nounours, il y a plein de nounours, enfin, maintenant il y a moins de nounours, mais plein de nounours dans la population, des personnes que j'ai rencontrées, qui savaient tout de la vie des gamins, quoi. Les gamins, ils avaient tout raconté à leurs nounours. Et ça, c'est vraiment. Et il y en a, ils pourraient se dire, mais il ou elle est complètement déconnecté de la réalité, il faut être dans la réalité. Non, il a besoin de ça, l'enfant a besoin, et un peu ce que tu disais, je sais pas ton prénom, enfin, euh, Thierry. d'espace à lui, qu'il crée lui-même et qui lui font du bien. Et alors, quand on a eu une histoire difficile d'enfance, eh bien, le fait de plaisir de donner du bonheur à son propre enfance, c'est une source de résilience extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, je pense que c'est hyper important, effectivement, et de se dire, voilà, encore une fois, on n'a pas la prétention voilà, il y aura des apports et effectivement, votre contribution, elle est assise sur voilà, une robustesse scientifique, intellectuelle. Et donc, on a envie, effectivement, de pouvoir donner ce socle-là.
Et en même temps, cette possibilité de pouvoir éclairer, encore une fois, je veux dire, quand je suis dans le noir, bah, il y a des petites prises, il y a des petits endroits. Et puis, bah, si ma porte d'entrée, mon processus de résilience passe par une citation, passe par un lieu, ou par effectivement une ressource qui est plus une ressource professionnelle externe à l'organisation, ce qui est important, c'est que chacun puisse être en capacité à cet endroit-là d'être sur un espèce de rond-point où il y a plusieurs voies et qu'il puisse identifier la voie qui peut être celle qu'il va emprunter, en fait. Et c'est vraiment notre ambition. C'est ça que je vous propose de réouvrir votre micro. Marie-Laure également, puisque j'ai fait une coupure générale de son. Je m'en excuse parce que c'est très frustrant quand on commence à échanger. Les occasions sont quand même assez rares et nous, on a envie de pouvoir offrir un petit peu ces petits espaces où on échange. Ça va créer du lien. Le lien, c'est aussi, je trouve, la meilleure énergie pour soutenir la résilience. Et en tout cas, merci déjà pour vos contributions, pour ces phrases, ces citations qui commencent en fait voilà, à venir rentrer effectivement dans notre petite marmite là pour l'instant sur la résilience. Et encore une fois, dès que le webinaire sera disponible, vous pourrez avoir accès de nouveau à ce partage et donc vous pourrez de nouveau apporter des contributions, des mots associés, des citations. C'est vraiment quelque chose qui se veut vivant. Et Jacques nous rappelait que voilà, son support sera disponible. On va arriver, déjà ça passe vite, hein, 1 heure, hein, c'est un peu frustrant. Marie-Laure. Alors, je crois qu'il y a une question, mais je ne sais pas si on aura le temps de la prendre là dans le chat. Mais oui, alors pour faire une petite synthèse finalement, puisque c'est mon rôle aussi de synthétiser là un petit peu les propos, je trouve que c'est extrêmement. D'abord, ça a été vraiment riche aussi de pouvoir échanger en petits groupes et de repartager en fait ce qui a été dit. Bon, je retiens 3 choses. D'abord, effectivement, ce triangle entre le lien plus les règles qui donne finalement, qui permet d'avoir du sens. Que les enfants qui se sentent le plus aimés, ce sont ceux qui ont des règles. C'est vraiment voilà, des propos. Donc, j'essaye de faire le parallèle avec l'entreprise, finalement, qui a quand même des process et des règles. Donc, comment on passe effectivement à l'analyse que fait Jacques à un niveau un peu, enfin, voilà, sur un niveau collectif dans nos équipes, en tant que voilà, manager, RH, etc. Comment cette notion à la fois de règles et de bienveillance peut être appliquée très concrètement, avec quels outils. C'est l'interrogation que j'avais. Je retiens aussi l'idée qu'il ne faut absolument pas stigmatiser, parce que la résilience, ça peut être finalement la pire des choses si on pense que, voilà, je faisais la réflexion aussi, on voit beaucoup de livres sur la résilience, les héros, là, au moment des Jeux paralympiques, il y avait des tonnes de livres, et finalement, quand on n'arrive pas à être résilient, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait peut-être avoir un livre sur « je n'arrive pas, je n'y arrive pas, est-ce si grave ?» Voilà, je crois que ça, ce genre de livre, ça manque. Une mission pour vous, Jacques. Et la notion de survie, donc de vie en abondance, qui avait aussi été abordée par le philosophe Pierre Delbé, qui avait fait les distinctions justement sur 4 niveaux possibles de résilience. Justement, la personne qui s'en sortait pas, la personne qui arrivait quand même, qui était dans un processus, mais qui s'était pas vraiment reconnue encore comme victime peut-être, et qui subissait, qui était dans la survie. Et le dernier niveau, le 4e, sans redécrire tout, qui était effectivement cette vie de surabondance, on arrivait à faire de ces difficultés finalement des forces. Voilà, je crois un petit peu cette notion. Mais alors, merci, c'était extrêmement riche. Si je peux juste me permettre de réagir à ça, c'est qu'en fait, même chez la même personne, elle peut vivre parfois les différents niveaux. C'est-à-dire, elles peuvent être dans la survie, mais aussi dans des moments difficiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pour eux. On n'est pas arrivé à un stade définitif, quoi. Voilà. Oui, c'est un processus. processus. On peut aussi avoir tiré des expériences positives de la vie et en même temps, dans la même journée, la même période, vivre des moments de sentiment de mal-être. Hein. C'est pas... Voilà, on ne peut pas mettre les gens non plus dans des cases, quoi, d'être arrivé ici ou de ne pas y être arrivé. Enfin, il me semble. Oui, c'est ça, c'est fondamental. C'est pas un parcours finalement comme une progression et sur lesquels en fait une fois qu'on est arrivé tout en haut, on redescend pas. C'est notre humanité finalement la résilience. C'est vraiment on est au cœur de notre humanité. Et ce que je me faisais comme réflexion par rapport à la phrase finalement que je dis maintenant d'Etty Soum, que j'ai mis dans la conversation, c'est que le grand obstacle, c'est toujours la représentation, non la réalité.
et finalement, et qu'on est aussi, entre guillemets, dépendant de notre biologie, en fait, les neurosciences, la biologie, le corps, et parfois des choses aussi qui font qu'on va avoir aussi se réveiller avec un pied de travers ou autre, et qu'il y a des aspects psychologiques, mais qu'on est vraiment tout un, et que la représentation est aussi influencée par notre état physique, et que donc pour la résilience, il y a certainement des actions à avoir sur tous les domaines, que ça soit voilà, corps, psychologique, plus macro au niveau de l'entreprise. Euh, voilà, c'est là. Et ça va être le propos de la suite parce que alors c'est très frustrant, hein, 1 heure porte à porte pour passer du temps avec vous, Jacques, et en même temps poser cette intention. Mais on lance une intention aussi aujourd'hui avec cette volonté de la résilience professionnelle en pratique pour tous. On va se poser la question de comment pourra vivre cette communauté, mais en tout cas, vous étiez là aujourd'hui, vous serez au courant de la suite. Et en l'occurrence, la suite, c'est effectivement, là, on est sur la 2e étape des webinaires, donc un webinaire par mois jusqu'au mois d'avril. Au mois de février, on accueillera Noémie Guérin et on aura l'occasion, pour le coup, de parler aussi de cet enjeu de santé mentale. Et on n'oublie pas effectivement que nous sommes une tête, un corps et un cœur et que nous cohabitons dans un cadre de travail. Donc, l'idée, c'est bien d'être dans le champ du travail, mais en respectant aussi cette composition multifactorielle des êtres que nous sommes. Donc, si vous avez aimé passer ce moment avec nous, en fait, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Je me rends compte que nous avons un QR code à vous faire passer pour le questionnaire de satisfaction et que dans la rapidité du dernier instant, eh bien, ce QR code finalement a sauté. Donc, je vais inviter peut-être Nadège, qui n'est pas très loin, à mettre ce lien dans la conversation. Comme ça Oui. nous permettra de rattraper ce petit manquement. Et on teste en plus des outils. On a voulu faire quelque chose d'un peu interactif. Donc, on a vraiment besoin de votre feedback pour que la fois prochaine, on puisse faire pour le mieux. La bonne nouvelle, c'est que donc, nous, notre sujet, c'est de vous dire prenez soin de vous, puis des autres, mais qu'il nous reste 5 minutes. Donc, j'ai envie, Marie-Laure, si tu es d'accord, qu'on les offre à Jacques. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire encore pendant 5 minutes avant qu'on termine ce premier opus? Alors, je vais rebondir sur les différents. Là, vous me prenez à chaud, hein. Comme dans la vie. Pas prévu. Mais comme j'ai bien aimé beaucoup les petites phrases qui étaient marquées, c'est vrai que, comment dire, il y en a que j'aime bien. Alors, c'est vrai que là, on trouve aussi les différents niveaux, enfin, pas niveau, ça me gêne de dire ça, mais enfin, différents processus, parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel, et là, on voit bien qu'on est dans l'espoir. Donc, alors, par exemple, il y a des travaux qui ont été faits sur ce qu'on appelle, comment dire, la comparaison positive et négative. C'est-à-dire que, et ça c'est intéressant en résilience parce que souvent, au début de la résilience, c'est on se compare, ça pourrait être pire. C'est souvent ça, un premier temps, ça pourrait être pire. Et alors on peut se comparer à tous les gens, enfin l'actualité actuellement nous offre de quoi nous comparer. Et puis, à un moment, alors, c'est pas non plus linéaire ce que je dis, hein, mais c'est souvent quand même dans cet ordre-là. Eh bien, après, on se compare à ce qui pourrait être mieux. Et là, on sort de la résistance et on passe à l'espoir. Et là, on aspire à quelque chose et on lit des expériences de personnes qui ont traversé des épreuves, qui s'en sont sorties. Enfin, voilà. Et donc, la lumière au bout du tunnel. Et puis, alors, je ne lisais pas tout parce que, voilà, on voit, c'est marqué, je ne suis pas responsable de ce que l'autre m'a fait, mais je suis responsable de ce. Alors, je ne sais pas si vous lisez plus que moi, mais de ce que j'en fais, quoi. Et ça, c'est les philosophes stoïciens qui disaient ça. Sartre, il a une très jolie phrase, il dit l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Et c'est vrai, envers et contre tout, et malgré tout ce que la vie peut parfois nous faire subir, eh bien nous avons in fine aussi une part de liberté, de responsabilité. Voilà. Alors voilà, viser les étoiles, il faut viser les étoiles. Alors, je ne sais plus si c'est la Lune, les étoiles, cette phrase. C'est la Lune.
C'est la C'est Lune la en Lune. premier, c'est quoi? C'est viser la Lune, hein, c'est ça? Je sais plus. Alors, bon, alors ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est important à un moment de se fixer des objectifs importants, de tendre vers ça, mais si on n'y arrive pas, eh bien déjà, le chemin parcouru, il est déjà formidable, et c'est pas un échec, c'est une très belle réussite d'avoir avancé. Et plus, alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, si on se fixe des objectifs trop élevés et qu'on on les rate, des fois, ça peut diminuer l'estime de soi. Il y a beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle qui travaillent notamment là-dessus. Mais se fixer des bons objectifs et ne pas y être arrivé, c'est pas un échec, c'est déjà un parcours formidable. Voilà, alors il y a le verre à moitié plein, il y a la pluie et le beau temps, danser sous la pluie, oui, voilà, ça fait aussi partie des parcours de résilience. Moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, que les uns et les autres travaillaient par petits groupes, c'est l'idée que le parcours de résilience des individus est éminemment personnel. Moi, je croyais que quand on avait une histoire de traumatisme, eh bien, il y avait une sorte le parcours de résilience idéal et qu'on devait passer par là. On passe de A, B, C, D jusqu'à je ne sais pas quoi. Et en fait, dans ma tête, je me suis rendu compte, et après avoir discuté avec des personnes, pour avoir discuté avec des personnes ayant subi différentes sortes de traumatismes, il n'y a vraiment aucun parcours linéaire et idéal. Et les gens qui me disent qu'il y a un très grand danger, une très grande force dans le fait d'être passé par le traumatisme et de s'en être sorti, c'est que auprès des autres, on peut être inspirant. Par contre, il y a un très grand danger, c'est de croire qu'on est le modèle de la résilience pour les autres. Je suis passé par là, je peux comprendre votre souffrance et je sais comment vous allez vous en sortir parce que c'est par là que je suis sorti. Il y en a, s'ils en sont sortis par la thérapie, ils considèrent qu'il faut passer par la thérapie. Dans les histoires, par exemple, d'inceste, de traumatisme, il y en a, ça a été la religion et le pardon. Et il y en a, et c'est des expériences formidables, et qui disent la seule manière de s'en sortir, c'est de pardonner au Père. Ben non, c'est un chemin et c'est pas le chemin de tout le monde. Et puis, il y en a, c'est l'art, il y en a, ça va être les enfants. Alors, pour des personnes qui ont eu une enfance difficile, les enfants, mais il y en a qui vous disent, ah oui, mais il faut faire attention de ne pas prendre les enfants comme thérapeutes de ses propres problèmes. Enfin, vous avez toutes sortes de fausses idées. L'idée pour moi majeure et qui me semble vraie, c'est qu'il n'y a pas de chemin généraliste, général, et que chacun picore, construit à sa manière, en fonction de ce qu'il est, de ses centres d'intérêt, et ça, c'est vraiment très beau. Merci infiniment, Jacques, parce que c'est un rappel très, très, très important. Effectivement, la résilience ne saurait être une injonction. Et on a cette volonté à essayer de faire un moment comme un espèce de rond-point qui peut effectivement montrer différentes directions. Ce qui est important pour nous, c'est que chacun puisse avoir accès à un moment à ce rond-point au moment où il en aura besoin et qu'il puisse engager son chemin par le petit, même le plus petit des chemins qui lui apparaîtra. C'est notre ambition. Merci, merci infiniment à chacun d'entre vous. Merci Marie-Laure et aux équipes parce qu'on a fait, je pense, voilà, un travail. On est très en joie de travailler ensemble sur ce projet. Jacques, bah, vous êtes la bonne fée qui s'est penchée sur le berceau de cette action. Continuez à nous suivre, hein. Continuez à nous suivre. Restons modestes. Oui, merci aux équipes derrière. Hein. On n'est pas tout seul. Voilà, il y a des équipes derrière, Voilà. donc je les remercie aussi. Merci beaucoup. Et donc, on partagera le replay, on partagera effectivement le support que Jacques nous a concocté. On vous invite à nous suivre, à nous rejoindre le 7 février prochain. Entre les deux, on va partager. Donc, n'hésitez pas à propager cette intention de la résilience professionnelle en pratique pour tous, avec tous voilà, le cadre qui a été posé par Jacques. Et je terminerai effectivement le cadre et j'oserais poser cette notion d'amour, d'humanité, en tout cas, pour pouvoir permettre à la résilience, on l'espère, de pouvoir fleurir. Merci à chacun d'entre vous. Bon week-end. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi en replay et on vous dit à très bientôt pour la suite. Merci encore infiniment.